Pascal Pic, merci d'avoir attendu jusqu'à présent votre tour. Alors, Brice Lalonde, justement, nous parlait d'innovation, l'importance de l'innovation, Gilles Boeuf aussi, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on se projette dans une nouvelle économie, ça veut dire une économie décarbonée, ça passe peut-être par une modification aussi de nos modes de vie, une modification plus profonde de la société, mais ça passe aussi par l'innovation, et l'innovation qui est au cœur aussi des projets d'entreprise. Est-ce que, alors vous êtes paléanthropologue, vous occupez aussi d'entreprise et d'innovation précisément. Alors est-ce que nos entreprises en France ou à l'international sont prêtes aujourd'hui? Et comment vous avez été amené, vous en tant qu'anthropologue, paléoanthropologue, vous occupant finalement, pour faire court et un peu caricatural, d'ossement humain, vous êtes arrivé tout à coup sur le domaine de l'entreprise? D'abord, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Il y a une quinzaine d'années, je présentais un livre sur une radio et des gens m'entendent, des personnes qui travaillent autour des entreprises. Et le monde du management, c'est comme le monde du marketing, c'est comme le monde aussi des ressources humaines. Ils ont des mots. Chaque année, ils sortent un nouveau mot. Il y a une mode. Et cette année-là, la mode, c'était l'adaptation. Et donc, je parlais donc d'adaptation, et ils se sont dit, tiens, ça serait assez intéressant d'aller voir ce qui se passe dans d'autres domaines où, effectivement, ces concepts sont quand même pas mal manipulés. Alors, évidemment, ils ne savaient pas, et Gilles le sait très bien, que l'adaptation, c'est un des concepts les plus complexes que nous ayons dans les théories de l'évolution. Et donc, évidemment, dans le monde des entreprises aussi. Mais d'abord, pour tout dire, ça s'appelle l'Association du progrès du management, qui était venue me chercher, et avec une initiative d'ailleurs qui est tout à fait remarquable de la part des entreprises, puisque Pierre Bellon, celui qui a développé la Sodexo, a eu cette idée géniale il y a un peu plus de 20 ans de se dire que les entrepreneurs, les dirigeants, les dirigeantes, ont besoin d'avoir les meilleurs experts des métiers de l'entreprise, ça c'est une évidence, mais aussi des experts, entre guillemets cette fois, qui sont capables d'expliquer un peu comment ce monde bouge et quels sont les facteurs qui affectent évidemment la société, l'économie, le monde des idées. Alors donc au départ c'était un petit peu ex cathedra en ce qui me concerne, mais maintenant je suis vraiment impliqué dedans et je vais vous donner quelques éléments. C'était très bien dit par vous tous, mais il y a un sujet donc évidemment qui est plus pertinent pour moi. Non pas qu'il n'a pas été impertinent, mais un sujet qui est complètement oublié, c'est la manière dont les hommes et les femmes se représentent le monde. Nos représentations profondes du rapport à l'autre et à l'environnement, qu'on appelle les cosmogonies, et in fine des ontologies, on est au musée de l'homme tout de même, jouent un rôle absolument fondamental. Je vous renvoie à ma dernière chronique dans les Échos de pas ce lundi, mais lundi d'avant, que j'ai intitulée Prométhée et le diesel. Ça répète d'ailleurs le cauchemar de Heidegger. Franchement, quand vous pensez à ce qui se passe avec Volkswagen, comment peut-on dépenser de l'argent et du génie technologique pour développer un logiciel qui camoufle la pollution plutôt que de la diminuer? Et là, vous n'êtes plus dans le monde de Descartes, vous êtes dans le monde qui n'a plus de raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous tombez, et c'est là que, bravo pour l'initiative de nous réunir ici, qu'il faut faire un véritable travail sur la représentation fondamentale. À partir du moment où on est nourri, notamment avec l'image de la préhistoire, ma discipline, dans cette idée que la nature est une marâtre, qui ne nous a pas bien préparé les choses. C'est le mythe d'Épiméthée et de Prométhée. Je rappelle le mythe, il est universel quasiment. Où là, donc, Épiméthée est chargé, et c'est un titan, de donner donc à chaque espèce un avantage. Certaines peuvent courir plus vite, se défendre, attaquer, etc. Et puis il arrive à l'homme, il n'y a plus rien en stock. Et Prométhée est très empathique, va chercher le feu, le vol au dieu de l'Olympe, et le donne donc aux hommes. On sait ce qui va lui en coûter. Mais néanmoins, c'est un puissant facteur de représentation du monde parce qu'il donne l'idée que la nature nous a mal lotis, nous les hommes, premièrement, et deuxièmement, il va bien se venger un petit peu. Si on ne travaille pas là-dessus, et c'est que d'ailleurs Edgar Morin travaille aussi un petit peu là-dessus, c'est terrible. Et là, je vais vous surprendre. Vous regardez, enfin j'espère, vous regardez les pensées dominantes d'un pays et vous avez son économie. Les pays influencés par des mouvements fondamentalistes religieux. Ce sont des économies essentiellement basées sur les ressources naturelles. Donc, vous avez la Bible Belt aux États-Unis, et je vous renvoie au film It Will Be Blood. Aujourd'hui, c'est les gaz de schiste, avant c'était le pétrole. C'est le wahhabisme du Golfe arabique.
c'est le chiisme du Golfe Persique, c'est l'orthodoxie en Russie, et très clairement, c'est ce qui se passe aussi en Australie. Quelle est la position pseudo-morale de ces personnes? C'est que le Créateur a mis ses richesses sur la terre pour qu'on puisse en jouir. Derrière, les conséquences sont considérables, puisque ces personnes contestent les théories de l'évolution, donc le changement dans le passé, mais aussi contestent le réchauffement climatique, l'intérêt des biodiversités, sans parler des aspects sociétaux autour des femmes, évidemment, et la procréation, la maîtrise de la grossesse, etc. Donc ça va extrêmement loin. Il faut faire ce travail fondamental. Maintenant, vous regardez les pays comme les nôtres, qui sont ceux de la révolution industrielle. Donc Europe occidentale, côte est des États-Unis et le Japon. Grands pays de technologie, et ça continue, dans lesquels on est dans cette attitude un peu prométhéenne, que l'on peut compenser les déficits de la nature par du progrès technologique. Donc les géos, machin, etc., les géotarés, là. Et c'est complètement hallucinant, quand même. Et donc, derrière cela, vous avez des fondements philosophiques extrêmement puissants qui vous sont appris dès l'école. Franchement, Darwin disait, à propos de ces questions-là, à partir du moment où c'est enseigné dès les plus jeunes âges, cela devient un instinct. Pourtant, c'est de l'acquis. Mais ceci traverse la société, nos politiques, nos philosophes, notre littérature, nos scientifiques, etc. Donc ça, ce sont des choses extrêmement profondes. Et donc aujourd'hui, cette vision que l'on peut résoudre les choses à travers les technologies, ce qu'on appelle le solutionnisme dans le cadre des critiques du transhumanisme sur la côte est des États-Unis, c'est le développement durable soft. Donc c'est les gens qui disent dans ma discipline, vous voyez, tout est lié. On voit le passé, le présent et le futur de la même manière, selon le même schéma. C'est les gens qui disent « l'homme, c'est l'outil ». L'homme a pu être ce qu'il est, tout ce qu'il y a dans ce musée extraordinaire, parce qu'il a été créatif. Et surtout, c'est l'idée que l'homme a dû répondre par des créativités et de l'invention en raison des changements de la nature. Exemple typique, le néolithique. Ils se sont mis à faire plein de gosses, on ne sait pas pourquoi. Puis ils disent « tiens, il faudra les nourrir, tiens, on invente l'agriculture ». C'est pas passé comme ça, hein. D'accord ? Alors, pas du tout, je peux vous dire. Donc, et à partir de là, vous voyez, ces exemples sont puissamment intégrés dans notre enseignement de l'histoire. Et là, on a donc le développement durable soft, représenté par Claude Allègre et M. Ferry, chez nous, qui consiste... Non, mais il faut dire, ils ont le droit de penser comme ça, mais il faut le savoir à qui on s'adresse. Hein, ce que ça véhicule comme message. Ce n'est pas une attaque personnelle. Moi, je connais très bien Luc, c'est quelqu'un de sympathique, mais là-dessus, pas d'accord. Donc, et là, ils disent qu'on trouvera toujours les solutions. Voilà. Troisième vision du monde, c'est Darwin. Il va falloir qu'on se dépêche de comprendre Darwin, parce qu'en fait, nous coévoluons. Ça, c'est le terme, il a été dit par Gilles tout à l'heure. Il faut bien comprendre que nous coévoluons. Et nous, les humains, nous sommes aujourd'hui une résultante extrêmement complexe de 3 coévolutions. La première coévolution, c'est celle du rapport aux autres organismes, notamment micro-organismes. Et je travaille en ce moment là-dessus dans le monde de la médecine et de la pharmacologie. L'idée a été qu'effectivement, les maladies, c'est la nature et c'est l'homme qui doit répondre par son génie technologique. Toujours ce schéma solutionniste. Jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, 3 ans peut-être, à l'Académie des sciences, et avec notre ami Pierre-Henri Gouillon et moi-même, nous avions participé à cette émission, le microbiote. Tel que vous êtes là, chers amis, vous êtes un écosystème. 80% des micro-organismes et des gènes qui vous composent ne sont pas à vous. Donc nous sommes nous-mêmes des écosystèmes. Pardon ? Plus la flotte. Et là, mais tu répètes comme si tu avais bu, toi. Hein. Mais tu as raison, c'est hyper important. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous continuons à coévoluer par rapport à cela. Et on est en train de découvrir, chers amis, que trop d'hygiène, c'est-à-dire trop d'asepsie, sont à l'origine des maladies auto-immunes et des conséquences des allergies, etc. Donc, ce que je dis à mes amis médecins, laissez-nous réapprendre à être un petit peu malade pour co-construire nos écosystèmes internes, qu'on appelle le microbiote. Il va falloir réapprendre à nos enfants à passer à table avec les mains un peu plus sales. Ça ne va pas être difficile. Deuxième coévolution. Nous coévoluons avec les inventions technologiques et culturelles de nos ancêtres. Quand nos ancêtres maîtrisent le feu, il y a je ne sais pas si 500 000 ans, c'est plus ancien, notre cerveau devient plus gros. Alors, ils ne sont pas mis la tête dans la marmite, hein, ce n'est pas la dilatation de l'océan, ce n'est pas pareil, mais simplement, ça a impacté complètement notre physiologie. Ce n'est pas pour la viande que c'est important, le feu, c'est pour détoxifier les plantes et la pré-cuisson. À partir de là, ça aurait pu ne pas se faire, ça c'est fait. Et par exemple, quand nos ancêtres, et là c'est très bien exposé ici avec Evelyne Ayer, qui est dans cette maison, lorsque une partie des agriculteurs dans le monde,
chez nous donc, décide de consommer du lait, vous savez que la sélection naturelle, ça se fait au niveau de la mortalité infantile. Eh bien, effectivement, ça a été un enjeu considérable parce qu'une partie de nos systèmes génétiques viennent de là. Donc là, nous avons toujours cette coévolution avec les organismes de la nature, pour faire simple. Nous continuons à coévoluer avec nos innovations technologiques, on est en plein dedans aujourd'hui. Et aujourd'hui arrivent les problématiques du transhumanisme, où les technologies, nanotechnologies, biotechnologies, vont entrer dans notre corps. Hein, je vous rappelle que d'ici 2 mois, les technologies CRISPR-Cas9 vont permettre d'avoir notre génome pour 200 €. Ça change complètement la médecine. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, suivant la représentation du monde que vous allez avoir, vous n'allez pas du tout agir de la même manière. Je vais vous donner une image. C'est un peu ras des pâquerettes, donc c'est très simiesque. Imaginez que je sois là avec un chimpanzé à côté de moi, c'est pas Brice, hein, il est là. Et tout le monde se dira, il ressemble beaucoup à Pascal Pic. Là, on est d'accord, mais ça vous inclut dans l'eau. Dans la première vision du monde, on dira que l'homme est à Dieu, ce que le singe est au diable. C'est de Martin Luther. Donc ça ne bouge pas. C'est le fixisme. C'est le monde des créationnistes. Dans la deuxième vision du monde, c'est ce qu'on a appris nous, même dans cette maison, je l'ai appris moi aussi, on dira l'homme descend du singe. Donc on est d'accord que les chimpanzés sont proches de nous, mais quand même c'est une forme dégradée. On est quand même vachement mieux. Puis troisième vision du monde, c'est celle d'aujourd'hui. Aucune espèce n'est restée en panne d'évolution, parce que toutes les espèces coévoluent, je vais y revenir, et les chimpanzés et nous ont changé, et nous avons un ancêtre commun. Où je vais attirer votre attention, chers amis, c'est que personne ne conteste, quelle que soit sa vision du monde, que le chimpanzé est l'espèce la plus proche de nous dans la nature actuelle. Personne ne le conteste. Mais 3 façons de le comprendre et 3 façons d'agir. Donc vous voyez, à l'échelle des problèmes qui nous concernent et qui étaient très bien évoqués par les 3 autres personnes sur cette scène, c'est absolument considérable. Donc on ne peut pas faire l'économie de cela. Maintenant, que se passe-t-il? Vous m'avez interrogé sur les changements en cours. Eh bien, ce que font les entreprises aujourd'hui, c'est passionnant, et je peux vous dire, franchement, pour autant que mon témoignage soit significatif, depuis 6 mois, ça bouge très vite. Les grandes entreprises ont compris qu'elles ont besoin des petites entreprises, les PME, PMI, les start-up, avec des jeunes qui mettent la génération YZ, qui maîtrisent les big data, etc., etc. Je peux vous donner plusieurs exemples de grandes entreprises qui ont compris qu'il fallait faire de la coévolution. Ce n'est plus de la croissance externe, c'est-à-dire on absorbe ce dont on a besoin, on fait des projets communs. Et donc c'est comme ça que fonctionne un écosystème. Tout à l'heure, c'était décrit par Gilles. Un écosystème ne peut fonctionner qu'à partir du moment où certaines espèces contribuent au bien-être des autres. Alors, il y en a qui sont de vrais parasites. Donc, le même arbre que tu évoquais tout à l'heure, je suis un arbre. L'arbre, il est, entre guillemets, je vais faire du Bernard Werber, là. Donc, l'arbre, il est content quand on vient le butiner. Il n'a pas conscience. Mais l'abeille, contrairement à ce que disent certains écologistes naïfs, l'abeille, il n'y a pas à dire « je vais butiner cette fleur pour aider ce cher arbre à se reproduire ». Rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir du pollen pour faire son miel. Mais cependant, elle rend un service. Ces fruits deviennent des fleurs. Non, ces fleurs deviennent des fruits, pardon. Et arrivent les singes qui mangent les fruits. Et ils distribuent, comme ton casoar, cela. Et un jour, j'étais au Congo, comme ça, sur des questions de développement durable, et je demande aux ingénieurs forestiers, c'est exactement la même histoire que tu évoquais, cher Gilles. Je dis, mais attendez, comment vont les singes? Il me dit, quoi les singes? Je lui dis, oui, les singes, comment vont-ils? Il me dit, pourquoi les singes? Puis j'attendais, ce sont les jardiniers de la forêt. La biodiversité des forêts tropicales est liée au fait que vous avez ce tissu d'interaction. Puis maintenant, je suis un arbre, tu peux toucher à mes fleurs, tu peux toucher à mes fruits, mais touche pas à mes feuilles. Et là, il y a des produits secondaires, chimiques. Donc tout ça, c'est une combinaison extrêmement complexe. Et c'est pour ça que Gilles a raison d'insister sur les espèces. Une espèce qui disparaît d'un écosystème, ce n'est pas une petite brique de Lego que vous enlevez. Vous enlevez un tissu d'interaction extrêmement complexe qui est dommageable à l'ensemble de l'écosystème. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et la biodiversité, on parle toujours des espèces, et Gilles a eu raison, c'est des gènes jusqu'au système, même la Terre maintenant. Donc, c'est ça qu'il faut bien faire comprendre. Et aujourd'hui, pourquoi la coévolution, c'est le terme le plus important? Parce que d'abord, Darwin ne voulait pas du terme évolution, parce que c'est la vision linéaire, hiérarchique de l'homme qui domine la nature. Le terme est dès le départ complètement biaisé, et le vrai terme, c'est la coévolution. D'ailleurs, Darwin avait un très beau terme au départ, il disait « descendance avec modification ». C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui conditionne le jeu des possibles, expression de François Jacob, pour les générations futures. C'est cette prise de conscience qui est en train d'arriver. Mais pour vous comprendre comment les sciences de la nature, donc les sciences de l'évolution, peuvent permettre de faire comprendre ce qui se passe. Car le grand enjeu, cher Brice, et Brice l'a très bien dit, Brice Lalonde tout à l'heure, c'est qu'on essaye de répondre à un système qui a déjà changé par des solutions de ce système qui est déjà dépassé. Et en gros, comme disait Einstein, on ne résout pas un problème avec le système qui l'a produit.
Et c'est toute la difficulté politique. Hein. Je veux dire, c'est pas crier haro, c'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas le monde dans lequel on va. Alors je vais y aller de ma petite fable, pour que vous compreniez ce qui se passe, des pinsons, des dromadaires et des chameaux. C'est pas du La Fontaine, vous allez comprendre. Quand Charles Darwin passe aux Galapagos, il s'aperçoit que les populations de pinsons diffèrent par la morphologie étant la taille et la forme, la taille du corps et du bec. Il revient en Angleterre, son ami ornithologiste John Gould regarde ça et lui dit « Mon cher ami, nous avons plusieurs espèces ». Donc Darwin comprend très bien qu'à partir d'une même souche venant du continent sud-américain, donc du Chili, il y a eu diversification, variation, diversification, sélection, adaptation. Et depuis 30 ans, un couple de chercheurs formidables, Rosemary et Peter Grant, tous les ans se rendent dans l'archipel des Galapagos et mesurent la taille du bec et du corps des pinsons et font des courbes. Et alors, on me fait les mesures, on fait une courbe de distribution statistique, et vous avez la belle courbe de Gauss, la belle courbe en cloche. Et là, vous vous dites, si vous êtes un peu naïf, oh, que la nature est bien faite, oh, que nos pinsons sont super bien adaptés. Tant que l'environnement ne change pas. 1973, El Niño, et chers amis, quand l'environnement change, quelle est la partie de la courbe qui va être impactée immédiatement? Le milieu de la courbe. Et ce sont les extrémités. Maintenant, vous transposez ça dans ce qui se passe actuellement. Brice Lalonde l'a suggéré. Aujourd'hui, les enjeux ne sont plus ceux de croissance et de décroissance tels qu'on les exprimait dans le système que nous sommes déjà en train de perdre. C'est que nous avons déjà changé de système. Et comment ça se traduit avec mon histoire de dromadaire au chameau? C'est la disparition des classes moyennes. Tout le modèle du développement de l'économie aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall chez nous, etc., c'était basé sur le modèle d'une classe moyenne qui augmente son espérance de vie, son éducation, sa santé et son pouvoir d'achat. C'était ça le modèle. Et tous les gains de productivité étaient corrélés et traduits dans la société par, effectivement, plus de salaire, plus de rente, plus de bien-être dans la société. Or, depuis 4 ans ou 5 ans, les taux de productivité augmentent très vite, mais ne sont pas du tout corrélés avec l'augmentation des salaires, des redistributions, etc. Le système est découplé. Donc nous avons changé de système. Le vrai problème de M. Obama pour se faire réélire, c'était justement le problème des classes moyennes, mais il est passé tout juste. Mme Clinton, ça va être beaucoup plus dur. En plus de ça, il aime beaucoup moins en moyenne que M. Obama, même si ce n'est pas facile pour lui. En Europe, c'est le vrai problème. Nos classes moyennes ont une réelle difficulté. Et en économie, c'est quoi? C'est ce que décrit M. Piketty. M. Piketty nous dit qu'il y a une augmentation des inégalités comme jamais. Et ça, c'est un signe de changement de cycle. Alors, Thomas Piketty a raison sur la description, mais de mon point de vue, il se trompe sur l'analyse, et je préfère Philippe Aghion du Collège de France. Ces augmentations des inégalités, chers amis, et j'arrive tout de suite aux entreprises, vous allez voir, est le critère d'un changement de cycle. 1929, c'est une augmentation énorme des inégalités. Donc, en fait, c'est ce qui se passe avec nos Galapagos. Ce n'est pas une économie qui produit l'inégalité, contrairement à ce que dit M. Piketty, avec des réponses qui, à mon avis, n'ont jamais réussi, malheureusement. C'est une belle idée, mais ça n'a jamais réussi. L'histoire le sanctionne, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, ces productions d'inégalités sont le résultat d'un système qui s'est déconnecté par rapport à ce qui a fait son succès. Et à partir de là, vous avez une chose qui apparaît à chaque fois dans ce changement de cycle. Vous voyez émerger de nouveaux géants capitalistiques, et vous savez où ils sont, c'est les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Et vous avez, et c'est ça qui est formidable pour les entreprises, l'émergence d'un tissu de créativité, d'économie de la solidarité, de la circularité, de la fonctionnalité, du partage, etc. C'est Mohamed Younous, c'est un type formidable qui vient d'inventer le système nickel dans les banques pour les gens qui sont pas acceptés, solvables pour les banques. C'est des tas de choses qui se passent. Et vous savez ce qui se passe? C'est extraordinaire. Monsieur Karl Marx a très bien examiner ce qui se passait au moment de la révolution industrielle. Il y a un contrôle des moyens de production qui coûte cher, il faut des banques, et effectivement, il faut capitaliser cela. Il faut de l'argent. Mais aujourd'hui, les jeunes, et c'est Jeremy Rifkin qui parle de ça, le coût marginal zéro, vous pouvez créer des entreprises sans investissement. Donc nous avons une économie nouvelle qui se met en place, et on voit des choses extraordinaires qui se font, et c'est ça que les grandes entreprises ont commencé à comprendre. Il y a un tissu absolument fascinant de créativité chez de jeunes hommes et de jeunes femmes entrepreneurs qui ont déjà compris que le système a changé. Et d'ailleurs, je peux vous dire, par rapport à une remarque de tout à l'heure, cher ami, ils ne sont pas en train de se dire « on va innover parce qu'il faut sauver le climat ». En fait, ils ne sont pas sur cette logique qui est encore la nôtre. Il faut innover pour survivre. Ils sont sur cette logique parfaitement darwinienne au sens de l'innovation. Il faut vivre en innovant, avec ses préoccupations.
Et déjà, vous avez des nouveaux statuts d'entreprise aux États-Unis, c'est pas assez peu connu en France, ça s'appelle FPC, Flexible Purpose Corporations, où ces entreprises ont déjà dans leur statut au départ un engagement développement durable RSE puissance 3. Alors quand je dis moi RSE puissance 3, ça veut dire responsabilité sociale, environnementale, économique et éthique. Et à partir de là, ces valeurs nouvelles, alors c'est important, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure des fonds de pension, etc., qui certains sont de véritables prédateurs. Ok, soyons très clairs. Ce n'est pas le cas de tous, mais certains le sont. Et bien même si ces fonds de pension investissent dans ce genre d'entreprise, comme dans les statuts au départ, il y a un enjeu RSE parfaitement exprimé et clair, même s'il y a des bénéfices, parce qu'une entreprise de toute façon ne peut pas survivre sans bénéfices, c'est une évidence. C'est comme vous, si vous dépensez plus d'énergie que vous ne consommez, ça ne va pas aller longtemps. Hein. Et à partir de là, effectivement, il peut y avoir des bénéfices. L'actionnaire peut légitimement réclamer ses dividendes, mais on peut dire, attention, vous avez signé, nous avons des engagements qu'on doit respecter. Donc vous avez déjà un changement formidable qui se passe dans la façon d'entreprendre, et ce qui va être important, je ne reprends pas ce qu'a dit Brice Lalonde tout à l'heure, pardon, j'ai un peu bégayé, j'ai un peu c'est qu'il a dit tout à l'heure, chaque changement de cycle comme cela entraîne un changement de gouvernance. Quand c'était la révolution industrielle, je termine là, c'était les démocraties représentatives. Nous, les 30 Glorieux, c'était les démocraties universelles. Demain, il y a de nouvelles gouvernances à mettre en place. Je ne sais pas lesquelles, ça sera présenté de ma part. Mais voilà, c'est là ce que voit, en tout cas, notre anthropologue évolutionniste, et évidemment de nouvelles valeurs en termes de philosophie, du rapport à l'altérité, etc. Donc voilà, c'est un changement complet de civilisation. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une politique de civilisation, pour citer notre ami Edgar Morin. D'accord. Merci, Brice. Gilles, alors, juste après, je vous donne la parole, Gilles. Je voulais savoir quand même, vous nous parlez beaucoup des États-Unis. Est-ce que la France est adaptée aujourd'hui à cette coévolution ? Est-ce que nous sommes dans cette nouvelle système de pensée, ou est-ce qu'on est resté, comme moi, par exemple, puisque c'est ce que vous avez souligné, dans cet ancien système de santé qui est de dire on va innover pour le climat. Non, on n'y va pas pour le climat. On innove pour inventer, pour être... Est-ce que la France a cette même logique, ce même logiciel ? Vous m'auriez posé la question il y a 7-8 mois, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, je le vois arriver. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est au niveau des régions. D'une part, c'est à cette échelle-là que ça se joue, puisque la coévolution, c'est comme au théâtre, une unité de lieu, de temps et d'action. Et moi, je ne fais que citer, si vous ne le connaissez pas, parce que j'en suis le parrain et j'en suis très heureux, franchement, ce qu'il faut faire, c'est comme l'espace Darwin Écosystème, où nous étions ensemble, cher Gilles, il n'y a pas longtemps, à Bordeaux, où là, des jeunes, dont un qui avait hérité de l'entreprise de ses parents, donc il a investi, il a acheté une caserne, la caserne Niel, et il en a fait un espace hallucinant. Et là, je veux dire, c'est extraordinaire. Gilles en était témoin. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des jeunes avec des planches de skateboard, vous avez des... alors, je vous donne une anecdote, parce que c'est vrai que les petites histoires sont toujours évocatrices. Je présente mon dernier livre, Le retour de Madame Néandertal, invité par la librairie Mola. Et le président de la CCI dit non, Pascal Pic, parce que non, je suis quand même un petit peu connu dans ce milieu-là maintenant, il dit non, ça se passera au siège de la CCI. Et là, je rencontre l'ancien président de la CCI, comme il fait partie de la paix, on se tutoie tous, enfin, c'est une certaine amitié qui est là. Et il me dit quand même, c'est formidable cet espace Darwin. Tu sais, moi je les ai soutenus, mais je ne pensais pas que ça allait marcher. Mais il dit ça marche. Et je dis, t'en es où maintenant ? Il dit, j'ai installé mon entreprise chez Darwin Écosystème. Et donc c'est génial parce que c'est un espace absolument fabuleux où vous allez rencontrer. Et comment faire ? Alors il y a deux façons. Il n'y a pas qu'un schéma d'innovation. Là, franchement, c'est un vrai travail qu'il faut faire. On a chez nous quelqu'un de formidable qui s'appelle Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Travaillez là-dessus. Vous savez, chers amis, pour comprendre quelque chose qui change, il faut commencer d'abord par observer, comparer, classer. Ça s'appelle la systématique. Et moi, je suis assez frustré quand j'entends des gens qui disent on va faire l'innovation incrémentale ou de rupture. Alors un jour, quand j'ai eu l'honneur d'inaugurer le iLab de Air Liquide, qui est une entreprise passionnante pour l'innovation, ils me disent on a fait un laboratoire pour l'innovation de rupture. J'ai dit attendez les gars, ça c'est le résultat. Par contre, ce qu'il faut mettre, c'est le processus. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail essentiel à faire interdisciplinaire entre des scientifiques, des philosophes, j'ai déjà dit, des anthropologues, et le monde des entreprises. Car en fait, l'innovation de rupture, il ne faut pas savoir par définition ce que ça va être. Par contre, les processus, on sait comment les mettre en place.
Donc, mon travail avec d'autres, ça consiste, avec des gens de l'ESSEC ou autres, c'est de donner une bonne typologie claire, précise, transmissible, à la fois des processus de l'innovation et leur typologie des résultats. Il faut dissocier les deux, les processus et les résultats. Et derrière cela, de donner les moyens. Alors, je donne un exemple. Comment ça se passe? Eh bien, longtemps, j'étais vraiment, dans mon livre, un paléanthropologue dans l'entreprise, vraiment très, très critique vis-à-vis des grands groupes qui, d'ailleurs, sont fustigés dans le rapport gallois par la faiblesse de leur investissement R&D. Ce n'est pas Pascal Pic qui le dit, c'est dans le rapport gallois. Et aujourd'hui, c'est en train de changer, surtout dans la pharmacologie, c'est assez spectaculaire, où ils ont compris qu'ils doivent s'inspirer des systèmes écologiques dans lesquels un arbre, c'est grand, c'est la grande entreprise, mais sans l'abeille, il crève. Et donc, à partir de là, ils créent donc... parce qu'il y a 3 façons de développer une entreprise. Il y a l'incrémental. Alors ça, c'est Schumpeter. Okay, la compétition entre les grands groupes font que chacun se marque à la culotte. Alors ils appellent ça du benchmarking. Benchmarking, c'est so smart. Ça s'appelle l'anatomie comparée. On le fait depuis 3 siècles, nous. D'accord. Donc benchmarking, c'est much smarter, mais c'est quand même l'anatomie comparée. Ok. Mais ça, on sait faire. Les grands groupes ont des consultants, ils observent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la reine rouge chez nous. Courir le plus vite pour rester à sa place. Voilà, les modèles sont parfaitement cohérents. C'est pas une transposition naïve, analogique. On transpose vraiment les mécanismes. Ce sont les mêmes. Deuxièmement, il y a la croissance externe. Donc on va chercher une entreprise dont on a besoin. Simplement, on la met dans le gros machin, et les autres, ils perdent leur identité. Et l'autre système, c'est la coévolution. La coévolution, c'est on fonctionne pendant un moment donné sur un mode projet par rapport à cela. Et il y a autre chose qui est géniale. C'est que maintenant, beaucoup ont compris, notamment pour des gens qui ont plus de 40 ans ou 50 ans, on est merveilleux, on est super, on est très fort, on est expérimenté, on a une vraie réussite, on a une carrière. Mais attendez, on n'est pas dans la tête des jeunes de moins de 30 ans, les digital natives. Ils font des choses qu'on ne comprend pas. Ils sont nés dedans. Et je peux vous dire, si vous êtes capable de les utiliser, ça va extrêmement vite. Et pour vous dire comme ça va vite, la semaine dernière, le 6 octobre, mardi, EY, c'est-à-dire Ernst & Young, mais EY c'est much smarter, donc EY a acheté Bluestone avec une force de frappe dans la numérisation auprès des entreprises. Le même jour, le cabinet McKinsey publie le coefficient de digitalisation. Le même jour, on me demande de faire partir de l'observatoire de l'ubérisation. Pourquoi cela? Parce que c'est une révolution technologique. Le biface que vous verrez là, l'outil comme ça, il a révolutionné le monde du temps d'Homo erectus. Aujourd'hui, c'est le numérique. Et derrière cela, on est dans une époque extraordinaire où les jeunes ont déjà bien compris, et je peux vous dire qu'ils sont gentils, ils ont bien compris qu'ils n'auraient pas de retraite, ils continuent à cotiser, on ne va pas se plaindre. Ils sont vraiment adorables, je peux vous dire, on les a bien éduqués. Ils sont dans un autre monde. Mais en plus, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité où on a des jeunes qui nous apportent des moyens de comprendre, d'innover, qu'on n'avait jamais auparavant. Ce qu'on appelle le reverse mentoring, c'est-à-dire que des jeunes stagiaires enseignent aux CEO, enfin au PDG, Donc, on est vraiment sur des mécanismes d'innovation, et ça c'est fondamental, qui, comme dans la coévolution, ce qu'on connaît bien Gilles et moi, qui joue sur les diversités. Le plus de diversité possible. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, organiser ces diversités, ce qu'on appelle la sélection sexuelle ou l'organisation des entreprises. Et troisièmement, ensuite le développer. On retrouve ça, on sait faire, on a été bien formés là-dessus. Et bien, c'est ça qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle. Okay. Et ça va. Et donc, je ne sais pas naïf sur les difficultés, les enjeux à brève échéance, mais vraiment, c'est pour ça que j'adore le monde des entreprises, parce que c'est un monde anthropologique, darwinien, qui a compris que si l'écosystème s'écroulait, et c'est plus la question des externalités. Les externalités, cher ami, c'est le terme à la mode, vous l'avez employé, je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire je fais un truc et je règle les emmerdements à l'extérieur. Non, ce n'est plus ça. Ça veut dire que l'extérieur aussi fait partie de ma créativité et de l'innovation. Oui, c'est ce que vous disiez, effectivement. Alors, je vous trouve beaucoup plus optimiste par rapport au livre que vous aviez écrit, en disant que finalement, la société française était une société bloquée parce que les ingénieurs que nous produisions n'avaient pas vocation forcément à innover, mais finalement, simplement, à améliorer les entreprises existantes. Mais traditionnellement, les grandes écoles qui forment des gens absolument remarquables, c'était donc des lieux de l'application des sciences. Il n'y a pas de prix Nobel, d'ailleurs. Donc, du coup, maintenant, il faut mettre les chercheurs. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de M. Joseph Schumpeter, qui est le théoricien de l'innovation, mais le couple invention-innovation de Joseph Schumpeter, il l'a pris où? Dans ce plus grand livre de l'histoire de l'humanité, d'après ses propres propos sur la fin de sa vie, qui s'appelle nul autre que L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Le couple inventeur-entrepreneur, c'est le couple variation
sélection chez nous. Ce sont les mêmes mécanismes, ils sont universels. Il n'y a pas de réductionnisme de ma part, ni d'arrogance d'un évolutionniste qui irait comme ça dans le monde des économies. Et donc, par contre, il y a autre chose, et c'est ça qui est très important pour les politiques, notamment comme Brice Lalonde qui sont là. Attendez, c'est énorme. Énorme ce que je vais vous dire. Pendant un siècle, on a dit l'homme descend du singe, et entre Darwin et moi, personne ne s'est dit « Hey, c'est qui ce singe ?» Donc on a été capable pendant un an de dire l'homme descend du singe sans s'occuper des singes. C'est lourd. Mais il y a encore plus lourd. Il n'y a aucune théorie économique qui tient compte des entreprises. J'insiste, aucune théorie économique ne tient compte des entreprises. Vous imaginez le travail intellectuel qu'on a à faire. C'est un travail qui se fait d'ailleurs au Bernardin avec le groupe de la fabrique de l'entreprise, de l'industrie, pardon. Et Ronald Coase, un prix Nobel d'économie qui vient juste de mourir, à 37 ans, en 1937, il a écrit The Firm, il explique quelle est la raison, comme nous en écologie avec l'optimisation, comment une entreprise peut tenir, donc ce sont de vrais modèles extrêmement puissants. Et juste avant de mourir, il est mort à 101 ans, un de ses derniers papiers a été traduit dans les Échos, et il dit « Aucune théorie économique ne tient compte des entreprises ». Et pourquoi? C'est un fait d'histoire. Les grandes théories économiques politiques émergent à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et l'entreprise moderne émerge à la fin du XXe. Donc aujourd'hui, il y a un véritable travail de fond à faire, puisque à chaque fois qu'on change de système économique comme cela, ou de société, vous n'avez pas l'émergence d'un nouvel acteur, vous avez la domination d'un acteur qui existait déjà. Et aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Et je peux vous dire qu'il y a 4 ou 5 ans, quand je rencontrais mes amis de Centrale ou d'HEC, qui me disaient « on a du mal à emmener les jeunes vers la création d'entreprises ». Eh bien aujourd'hui, ils y vont massivement, et ils y vont avec ces problématiques qu'eux ne perçoivent pas dans les détails comme nous certainement, mais c'est une autre génération, mais ils ont bien compris que la planète est aussi un enjeu pour leur bien-être et pour la vie de demain. Donc, et c'est pour ça que je ne suis pas un optimisme béat, mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, et ça bouge très très vite. Donc voilà, donc... et c'est là qu'il y aura une coévolution, alors, pour, oui, c'est la coévolution. Pour reprendre effectivement votre... Oui, c'est la coévolution. Voilà, c'est qu'une civilisation nouvelle qui se met en place à l'échelle mondiale, on est tous connectés, et à chaque fois vous avez un changement comme ça, c'est un travail que je vais publier bientôt, je te dis Jacob, à chaque fois vous avez de nouvelles sociétés, de nouvelles valeurs, de nouvelles représentations du monde qui changent, bien sûr, et vous avez également la construction d'un nouvel humanisme. C'est ce que fait, moi je travaille avec Michel Serres, un petit peu avec Edgar Morin, et là cette fois-ci c'est nouveau. Et c'est en ce sens que ce musée là où nous sommes, et c'est formidable d'être ici, une société ne peut pas se situer face à son avenir si elle n'a pas une référence mythologique commune. Or, on sait qu'il y a une grande diversité des mythologies dans le monde, que Lévi-Strauss y a tellement travaillé, comme vous le savez bien. Et aujourd'hui, on fait même de la phylogénie. On reconstitue le peuplement de la Terre par le déplacement des mythes dans la tête des peuples d'il y a plusieurs milliers d'années. Et derrière cela, il n'est pas question de substituer un récit par rapport à un autre. On a eu assez de guerre de religion et ça continue. Non, mais il y a un récit qui n'est pas appelé à substituer aux autres, mais qui est commun à nous tous. Ben, c'est ce qu'on a fait dans cette maison et nos collègues à l'étranger, bien sûr, dans les autres laboratoires. La paléanthropologie nous montre que nous sommes tous unis par une même communauté d'origine, et les théories de l'évolution, Edgar Morin et les autres nous disent que nous sommes unis par une communauté de destin, et ça nous renvoie à un texte que, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Brice, ou vous, chère madame, et toi, Gilles, il y a un texte qui est en ligne maintenant qui s'appelle « La Déclaration des droits de l'humanité », qui n'est pas celui que des droits de l'homme. Et c'est les droits de l'humanité qui ont été remis dans les mains de M. Hollande, qui avait un enjeu, j'espère, pour la COP 21, dont je ne dévoile rien, parce que c'est publié. Et donc, droits de l'humanité qui dit que nous sommes des êtres de nature, de culture, que nous avons une responsabilité par rapport à la biodiversité, et que derrière cela, évidemment, c'est un engagement pour les générations futures. Et je rappelle que l'évolution, ce n'est pas le passé, je vous rappelle la remarque de Darwin, c'est la descendance avec modification. Et là, ça recoupe une des définitions du progrès de Jacques Attali, dans une brève histoire de l'humanité, du progrès. Le progrès, c'est pas d'améliorer ce que ma génération a connu. On a connu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité, ça je vous l'accorde. Mais le progrès, c'est pas ça. Le progrès, c'est de céder aux générations futures la possibilité à ce que leurs enfants soient eux-mêmes capables de leur donner un choix sur ce que sera le progrès. Quel magnifique message que cela. Et on voit bien que le plus grand trésor, en dépit, et malheureusement le réchauffement climatique, mais c'est lié, le plus grand trésor qu'on peut léguer aux générations futures, c'est justement le maximum de diversité naturelle, domestique
et culturelle. Parce que ça ne sert à rien. C'est bien de conserver les gènes des plantes, c'est sympa. Mais est-ce que vous avez conservé les pratiques, les savoir-faire qui sont autour, etc. Tout ça, c'est de l'anthropologie aussi. Ce n'est pas que de la génétique, ce n'est pas que de la biologie. Tout est lié. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et surtout aujourd'hui, on sait très bien que comprendre les écosystèmes, comprendre la biodiversité, comprendre les interactions est un enjeu essentiel pour d'abord espérer découvrir de nouveaux médicaments, etc., etc. Donc tout ça, Gilles en a parlé. Mais aussi que ce sont de véritables modèles avec leurs mécanismes de mieux en mieux décryptés par nous autres, les biologistes de l'évolution, qui sont également des modèles qui s'appliquent pour les changements que nous devons mettre en œuvre très rapidement à l'échelle d'une décennie. Merci beaucoup, Pascal Pic. Merci. Merci beaucoup et à tout à l'heure.